ici. Ce que je vais dire là, je le dis pour prévenir, parce qu'un Africain averti en vaut 1000. Je m'interroge sur le fait que Yann Christian Bernard Vézilier n'ait pas eu un procès public. Je m'interroge sur le fait que la raison pour laquelle ce procès expéditif n'a pas été public, n'a pas été communiqué au peuple malien. Et je m'interroge enfin sur le fait que les officiers maliens arrêtés dans le cadre de cette même affaire n'ont pas été jugés et condamnés ou relaxés en même temps que lui. Et je vous avoue que cette condamnation isolée m'inquiète, parce qu'elle pourrait être un prélude à un deal isolé aussi. Alors, je vais le dire très clairement. J'espère que ce n'est pas ça qui est en train de se préparer. Parce que dans l'histoire de l'Afrique, là, on a trop souvent vu des criminels français condamnés par la justice africaine être renvoyés en France, soi-disant pour finir d'aller purger leur peine là-bas, et qui, une fois rentrés chez eux, sont tout simplement remis en liberté à très court terme. Vous vous souvenez de cette vidéo de Madame Nathalie Yamb? Un jour, on s'est réveillé, on a vu que la toile tremblait sur elle. Oui, elle veut trahir le Mali est souverain, le Mali est ceci. Moi, je voyais des vidéos, je me dis non, qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Je me suis rendu sur YouTube, j'ai regardé la vidéo entière. La vidéo que vous venez de regarder, j'ai regardé la vidéo entière. Elle ne faisait que donner quelques conseils. C'est-à-dire, vous savez, prévenir les autorités maliennes sur quelque chose qui se passe souvent chez nous ici en Afrique. Et c'est ce qu'on a vu récemment. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo. Un débat sur ce sujet et on se capte à la fin. L'espion français, Vézilier, c'est ça son nom, c'est ça? Oui, en général, je ne retiens pas les noms des gens qui sont mauvais, qui posent des actes nuisibles à nos sociétés. Bon, voilà. Il a été arrêté en août 2025 à Bamako. Et vous rappelez le contexte, tout ce que ça a suscité comme réaction de la part de Paris. Dans un premier temps, Paris avait nié qu'il ne faisait pas partie des services de renseignement, qu'il s'agissait d'un diplomate qui est là en coopération sécuritaire, etc. Et puis moi, quand les preuves ont été étalées directement, ah oui, on a reconnu qu'il faisait partie de la DGSE, effectivement, mais qu'il était vraiment en mission à l'ambassade, etc., qu'il est couvert par l'immunité diplomatique et on a réclamé, mordicus, sa libération. Et la France est allée jusqu'à suspendre sa coopération antiterrorisme à l'époque. Elle a même intimé l'ordre à 2 diplomates maliens de quitter Paris. Mais tout ça signifiait quoi? Ça signifie clairement que si, dans un premier temps, la France avait senti la nécessité de nier le travail, en tout cas le lien de Vézilier avec les services de renseignement, c'était en fait un vrai coup de fouet que la France venait de recevoir, qu'on dise qu'un lieutenant-colonel, officier supérieur de son État, se rende coupable d'une certaine complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, etc., et que les services de renseignement même soient donc entachés, c'était un problème pour la France. Elle avait tenté justement de camoufler cela, de taire cela, d'invisibiliser cela, mais Bamako a tenu dur. Alors, 10 mois après, il a fallu donc, dans moins de 10 mois, pour que finalement, oui, je pense que 10 mois après, il a suivi donc son procès, qui a étalé à la face du monde qu'il est effectivement coupable, justement, des actes subversifs qui tendaient à déstabiliser en complicité avec certains officiers supérieurs du Mali, l'État, en tout cas le régime d'Assimi Goïta. Après, oui, il a été jugé à 20 ans, clairement, et connu comme tel. Et bien, après cela, si après, au bout du compte, la France négocie d'une manière ou d'une autre, l'objectif, en fait, c'était quoi? C'est de montrer qu'en réalité, ce qu'on lui reprochait était avéré, puisqu'il a son avocat qui n'a pas senti la nécessité d'interjeter appel à la suite de ce procès. Cela veut dire que les faits ont été avérés et l'avocat lui-même a été convaincu. J'ai vu un certain média international dire « Ah oui, il n'a pas fait appel, ça veut dire qu'au départ, il y avait un arrangement. » Non. Quand vous êtes frappé par l'évidence des faits, vous n'avez pas besoin de vous ridiculiser par une deuxième procédure, etc. Donc, finalement, Assimi Goïta
ayant réussi le pari, de l'exposer clairement, de montrer à la face du monde que ce n'était pas de la complaisance, c'est du sérieux, etc. Et donc, si au bout du compte, il devient un boulet, ou du moins c'est quelque chose, un individu qui nous encombre, etc., et qu'il y a des possibilités d'avoir certaines garanties, qu'il ne le referait plus, etc., il vaut mieux le chasser. Mais alors, le deuxième fait, c'est quoi? C'est que les 82 militaires maliens ont été libérés le même jour. Il y a une certaine concordance. Mais vous savez très bien qu'en général, les rebelles, les terroristes en général font quoi? Ils demandent des rançons. Est-ce que vous le savez? Alors, donc, si dans un contexte pareil, même les rebelles eux-mêmes disent qu'il n'y a pas eu de rançon et que bon, c'est un geste humanitaire, etc., ça veut dire qu'en tout état de cause, même s'il est arrivé que c'est une négociation souterraine, puisqu'il a signalé l'intermédiation d'une puissance, d'un pays ami, et qui a joué donc les bons offices pour ce résultat, mais c'est tant mieux. La vie du Français, d'un seul Français, contre celle de 82 soldats. Si vraiment c'est un travail minutieux qui a été fait à la base, on ne peut que s'en féliciter et même dire chapeau au président Assimi Goïta, d'autant plus que dans tout l'espace francophone, en tout cas, de ma mémoire de journaliste qui fait déjà au moins 25 ans d'exercice de ce métier, je n'ai jamais appris qu'un pays francophone a reçu le pari de mettre la main sur un espion français d'une telle trempe, de le tenir pendant un an entier, et sans qu'il y ait eu des représailles extraordinaires de la France et l'obliger à le faire sortir. Donc, il a atteint l'objectif qui consistait donc à étaler la vérité à la face du monde et personne ne le lit aujourd'hui. La preuve, c'est que la France dit simplement qu'elle est très satisfaite de ce dénouement sans pour autant aller davantage en profondeur sur les faits. Ça veut dire que l'objectif est atteint tout simplement. Excellence Ogoyou Kegewe, pour vous, ces deux événements ont-ils des liens? La grâce accordée aux Français exiliés et la libération des 82 soldats maliens par le Front de libération de l'Azawad. Et on aurait pu croire que c'est le hasard, comme tu l'as dit. Tu te rappelles, en cours de philo au collège, on nous disait que le hasard est la rencontre de deux déterminismes voyageant incognito. Cours de philosophie, classe de terminale. C'est ça. Mais maintenant, on se retrouve face à deux déterminismes qui ne voyageaient pas incognito, qui se connaissaient, et qui faisaient semblant de ne pas se connaître. Donc les deux déterminismes se connaissaient, même s'ils faisaient semblant de voyager incognito, ils se connaissaient. Alors, dire que la libération de mercenaires terroristes français n'a rien à voir avec la libération de 82 braves fils du Mali, je crois que c'est prendre des gens pour des ânes. Mais en France, on n'est pas à un coup près de prendre les Africains pour des ânes. Si ce n'était pas lié, dis-moi, pourquoi on a senti la nécessité de faire monter des terroristes sur les médias officiels français pour dire que non, ce n'est pas lié? Est-ce que si ce n'est pas lié, c'est pas lié. Est-ce qu'on a besoin qu'ils viennent dire que ce n'est pas lié? Est-ce que quelqu'un leur avait dit que c'est lié? À mon avis, à ce que je sache, aucun média, aucun officiel, ni français, ni malien, n'avait dit que les deux faits sont liés. Dis-moi pourquoi les terroristes du FLA vont maintenant sur les antennes d'une télévision officielle française juste pour dire que ce n'est pas lié. Donc tu vois, c'est que ces gens-là, comme je t'ai toujours dit, c'est des négrophobes. Ils prennent tout ce qui est noir pour une bande d'idiots. L'homme du FLA, tu l'as vu, hein, c'est un blanc, hein, c'est un genre arabe blanc. Donc il est allé chez ses frères blancs européens et il croit qu'on peut tourner les noirs en bourrique. Hein, comme les noirs, ils ne connaissent rien, on va les blaguer. Bon, ce n'est pas lié. Nous, les gens du FLA, on est des gens très gentils, très bons, très sensibles. Mais les 82 soldats étaient là-bas depuis, hein. Pourquoi on ne les a pas libérés? Alors, donc moi je crois que poser la question si c'est lié, disons, la question est superflue, Gilles. C'est plus que lié, c'est intimement lié. Maintenant, la grosse honte de la France et surtout de son président qui s'agite à tout va
qui se prend pour Napoléon, qui se prend pour Hitler, qui veut toutes les guerres du monde, il veut défoncer les Russes, il veut sauver l'Ukraine, il veut sauver les États-Unis en Iran. Mais c'est à lui la honte, parce que finalement, il a négocié avec des putschistes, ce qu'il appelle les putschistes. Tu comprends, non? C'est-à-dire que les seuls Africains qui refusent le ridicule des démocraties hypocrites, qui sont honnêtes, qui veulent gérer leur pays avec leur population, dans l'intérêt de leur population, qu'on appelle putschistes, alors que les soi-disant démocraties, qui sont des championnats d'hypocrisie, de malice, de mensonges, de manipulation, sont applaudis à Paris. Oui, c'est ça, c'est démocratiquement élu, démocratiquement élu président de la République, démocratiquement élu président d'autre chose, président machin. Bon, donc ceux-ci, ils ont refusé, on dit putschistes. Et on les regardait de haut. Aujourd'hui, on est obligé d'aller négocier avec eux pour obtenir la libération d'un espion. Alors, pour revenir sur l'espion lui-même, comme tu le disais, mais au départ, on a dit que ce n'était pas un espion, c'était juste un petit agent technicien aéronautique qui se promenait là-bas par hasard. Tu te rappelles, il y a eu des cas similaires au Burkina Faso. Hein? Oui. Il faudrait que la France sache que le temps des Bob Denard et des Foccart est passé. Oui, mais Excellence, pour revenir sur le rapport évident que vous avez vu, mais ce rapport est quand même bizarre parce que si on devait libérer un Français contre des otages, ces otages auraient dû être détenus par les Français. Mais comment se fait-il qu'on libère un Français et c'est le Front de libération de l'Azawad? Le Front de libération de l'Azawad des otages en contrepartie. Oui, c'est la libération de l'Azawad. Nous l'avons dit et redit ici 1000 fois, hein, Gilles. Je sais que tu me grattes exprès la langue pour me faire parler. Les Fronts de libération de l'Azawad, c'est l'armée française détachée pour appliquer le terrorisme dans le Sahel, c'est tout. Quel front de quelle libération de quel Azawad? Donc pour vous, cette libération confirme le lien entre... Attends, qui a donné Kidal au FLA, au Touareg? Ce n'est pas la France? Tu veux dire qu'ils ne se connaissent pas? Mais ces gens-là, c'est plus que se connaître. Alors, l'autre qui pérorait sur TV5 en France, il est allé comment en France? Il a quand même eu un visa. Comme qui? Il a eu un visa comme chef de l'armée terroriste de la France au Sahel. Voilà à quel titre on lui a donné le visa pour aller noyer leur désir de secret, mais il est allé plutôt dévoiler le secret. Il n'avait pas besoin de ça. Mais bon, comme ils se prennent chacun pour un grand communicant, on l'envoie avec un turbané en train d'embobiner les gens. Il peut embobiner les Français parce que, tu sais, les Français, le peuple est sous-informé. Mais ce n'est pas le cas en Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, même le dernier des villageois au Mali, au Burkina, au Niger est mieux informé même que des intellectuels français. Donc, il peut embobiner les Français. Ce Touareg-là peut embobiner les Français, mais pas les Africains que nous sommes. On sait ce qui se passe. Sa question m'a fait rire parce que je sais qui connaît la réponse avant de la poser exprès. Rappelons un certain nombre de choses. Depuis 2022, on a toujours soutenu le fait que la France soit d'intelligence avec les groupes terroristes, rebelles, etc. Et que tout le désordre qui s'opère justement dans le Sahel est manigancé exprès par la France. La France a bien fait de nier à chaque fois. Sauf que les faits la rattrapent à chaque fois. Voyez-vous, elle a obligé le régime malien à compiler un certain nombre d'éléments évidents qui lui a permis de constituer une plainte en bonne et due forme auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais c'était la belle occasion pour la France d'aller délimiter les dirigeants maliens et de montrer à tout le monde entier que c'est des imposteurs. Mais c'est la France qui a fait la main basse sur justement cette plainte-là, qui n'a jamais prospéré. Et puis, au moment où on les chassait justement du Mali, ils avaient dit, ah non, qu'ils sont là pour assurer la sécurité, aider les peuples. On dit, bon, écoutez, vous avez fait du mieux que vous pouviez. Peut-être que vous l'avez fait de bonne foi, mais les résultats ne nous satisfont pas. Nous vous remercions vraiment pour vos bons offices, vos œuvres, etc. Partez. Voyez toute la difficulté que la France a eue pour quitter le Sahel. Elle a pris ça tellement à mal qu'on se demande, mais en réalité,
qu'est-ce qu'elle cache véritablement? À l'époque, les terroristes n'avaient pas de drones, n'avaient pas les véhicules blindés, etc., etc. Dans la suite, aujourd'hui, tout ce que les rebelles ou les terroristes utilisent contre les pays du Sahel, mais c'est des armements extraordinaires. Tout le monde, même les Français, les journalistes français nous ont dit que, mais écoutez, c'est depuis l'Ukraine que la France est de connivence avec les services de sécurité, etc., pour faire déferler les armes dans le Sahel et tout ça. Et ça a créé même la colère, l'irée de Macron à chaque fois. Ben, écoutez, les dirigeants du Sahel, notamment du Mali, ne sont pas bêtes. Est-ce que vous pensez qu'en matière de communication, ils ne sont pas suffisamment subtils pour sortir les deux communiqués le même jour dans un contexte de libération? Eh bien, ils laissent le soin à l'opinion, mais de se faire tout simplement. Parce que, mais, quelle est cette concomitance extraordinaire? Et puis, tellement ils sont maladroits que le porte-parole du FLA nous dit « Ah non, c'est des gens qui étaient en otage depuis 2002, etc. » Comme l'a dit l'ambassadeur à l'instant. Si depuis ce temps, il y en avait qui étaient malades, qui avaient des soucis, etc., ils n'ont pas senti l'envie ou l'humanité, même l'envie de libérer des gens. Et cet humanisme-là surgit subitement dans le contexte de libération d'un mercenaire français. C'est quand même extraordinaire que ce soit dans ce contexte-là. Mais je remercie bien sûr cet acte qui a été posé par Assimi Goïta, qui montre combien il est très attaché non seulement à son armée, mais à son peuple, tout simplement parce qu'il s'agit là des frères d'armes qui ont été libérés, c'est des citoyens maliens qui ont besoin de retrouver leur famille, etc. Ça, il a posé un acte d'un vrai père qui se prend pour la cause de ses fils et de ses enfants. Et partout où ils sont, il est prêt donc à les sortir de cette situation-là. C'est un acte hautement humain, puisque même dans le communiqué, il précise clairement que, vu les principes du vivre ensemble, le pardon, le sens du pardon, en tout cas, les valeurs humaines qui caractérisent le peuple malien ont participé justement à poser ce acte. Dans le même communiqué, il a fait mention des médiations d'un pays ami, d'un pays frère. Ouais. Est-ce qu'il s'agit du Qatar, de l'Algérie, de la Turquie, du Maroc, du Togo ou des réseaux d'influence locaux? Qui a pu faciliter une telle opération? Avant de chercher à le connaître, il faut d'abord le remercier. Parce que vous voyez, quand on rentre bien dans le contexte de l'Africain, on adopte ce principe que lorsque la maison d'autrui brûle, il faut l'aider à l'éteindre parce que le feu risque de se métastaser vers votre maison. Le principe d'intervenir dans un tel contexte pour assurer la médiation et permettre la libération de 80 citoyens maliens est tout à fait salutaire. Et si le Mali a dans son communiqué inséré cela, c'est vrai, on ne peut que supputer, hein, en imaginant les choses, on peut se dire sûrement que ce doit être un pays comme le Maroc qui est très habitué dans ces genres d'offices assez souterrains et discrets, voyez-vous. Donc moi je pense que la France. Ça doit être probablement le Maroc, bon, qui a quand même de bonnes relations aujourd'hui avec la France et qui sait se positionner, être dans une position assez transversale et qui convainc un certain nombre de choses. Et je sais que le Mali et le Maroc entretiennent de très bonnes relations. Je vois à peu près le contexte diplomatique qui s'opère là-bas. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de soupçons sur le Maroc qui n'a de problème avec personne à part les belliqueux qui l'entourent et qui le provoquent d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que il faut d'abord le remercier tout simplement. Son identité nous importe très peu. Même s'il est dans l'homme, on le remercie d'avoir eu cette lucidité, d'agir pour qu'il y ait une certaine forme d'apaisement et puis bon, mais que les valeurs humaines soient exhumées à travers ce acte-là. Ouais. Excellence, il pourrait s'agir du Togo aussi, hein, parce que le général Assimi Goïta écoute beaucoup son homologue togolais dans l'affaire des 48 ou 49 déjà, non? Les militaires ivoiriens qui ont été libérés, le Togo a joué un grand rôle. Cette fois-ci, est-ce que Lomé est intervenu dans ce dossier? Oui, comme l'a dit Luc tantôt, bon, qu'on le connaisse ou non, qu'on le remercie, celui qui a fait cette intervention. Ça pouvait être le Togo, mais à partir du moment où l'État du Mali a jugé nécessaire de taire le nom du bienfaiteur, c'est qu'ils ont des raisons sérieuses. Le Togo, ça aurait pu être le Togo, pourquoi pas? Le Togo a déjà donné un coup de main
dans la libération de 49 terroristes ivoiriens envoyés, comme tu le sais, pour agresser. Il a joué un rôle dans beaucoup de choses. Malgré ça, chaque fois qu'il finit de leur donner un coup de main, ils en font leur ennemi parce que on ne chante pas les louanges de la France-Afrique. Mais si c'est le Togo, tant mieux. Mais moi, je pense plutôt qu'au lieu du Togo ou du Maroc, ce soit un des pays qui finance les terroristes. Parce que déjà, ils agissent en cercle. Bon, comme c'est toi qui leur donnes l'argent, appelle-les, dis-leur de libérer des otages, des prisonniers de guerre, pour que moi, j'obtienne la libération de mon mercenaire de la part du Mali. Ça doit certainement être un de ceux qui financent le terrorisme et c'est peut-être une des raisons pour laquelle on n'a pas jugé bon de dire son nom. Sinon, quand le Togo libère, intervient, on le dit. Si c'est le Maroc, comme tu l'as dit, le Maroc n'a pas d'ennemis, il ne fait de noise à personne. Donc, on aurait dû le remercier ouvertement pour montrer combien il peut être un facteur de la paix au milieu des pays arabophobes, négrophobes, qui veulent en finir avec les Noirs subsahariens. Donc le Maroc est une exception et on aurait pu le citer. Mais peu importe, quel que soit le pays, à partir du moment où quelqu'un a bien fait, qu'on a donné la liberté à un terroriste mercenaire français, qui se prend pour Bob Denard, le gars, il croyait qu'il va venir faire coup d'État, il rentre, c'est ce que je disais, que la France doit savoir que le temps des Focaré, des Bob Denard, c'est fini. On ne peut pas envoyer n'importe quel kidam venir renverser un régime, tuer des gens et rentrer comme un héros à Paris, bomber le torse. Non. Donc, il faut remercier l'intervenant. Et 82 soldats, tu sais, nous sommes en Afrique, 82 soldats, ça veut dire au moins 82 épouses. Hein, et sinon le double ou le triple. J'ai dit au moins, voilà. Je parle français. Alors au moins. J'ai ajouté en français aussi. Je n'ai pas contredit ce que vous avez dit. Au moins 82 épouses et les enfants 2 ou 3 ou 4 fois 82. Sans compter les parents, les amis, les oncles, les sympathisants et l'esprit du corps de l'armée, les autres soldats qui savent que quoi qu'il arrive, le président Assimi Goïta ne les oubliera jamais et ne les laissera jamais entre les mains des ennemis. Il fera ce qu'il faut pour les libérer. C'est un très bon signe en direction de l'armée et c'est ce que tous les dirigeants aussi doivent faire si jamais leurs soldats ont des difficultés. Le soldat va au front, c'est pour tout le pays. Il engage sa vie, il engage sa liberté, sa sécurité, sa santé. C'est pour tout le pays. Alors chaque fois que le pays peut faire quelque chose pour l'aider, je crois que c'est une très bonne chose. Oui, mais on ne peut pas en dire autant sur la libération du Français Vézilier Yann, parce qu'il a été jugé et condamné comme un agent dangereux, un espion que son Excellence a classé dans le groupe des terroristes. Mais libérer quelqu'un de Takabi, est-ce que ça peut être compris par l'opinion nationale, lui Kabaki? Comment les Maliens perçoivent-ils cette grâce accordée aux citoyens français, alors que le Mali a toujours parlé de souveraineté? Est-ce que cette souveraineté est en cause avec cette libération? Mais je parlais tout à l'heure de l'agitation que j'ai remarquée sur les réseaux sociaux où les gens sont beaucoup plus dans l'émotion, où on dit « Ah non, notre sœur Nathalie Yam avait déjà prédit qu'après ce procès, on risquait donc de le libérer, etc. » Non, je pense qu'il faut analyser les choses avec une tête froide. La prison, ce n'est pas par complaisance qu'on envoie là-bas, qu'on envoie les gens là-bas. Et dire que c'est un lieutenant-colonel français des renseignements et de l'aviation française qui avait la couverture diplomatique qui travaillait là-bas et qu'on a pu arrêter, qu'on a maintenu en détention pendant 1 an. 1 an sur 20. Non, ce que je veux dire, c'est une prouesse extraordinaire. J'ai dit tout à l'heure que de ma mémoire de journaliste, il ne m'est jamais apparu que cette situation soit arrivée. D'habitude, lorsqu'on prend un Français, un ressortissant français, justice civile, dans la foulée, même si on doit le condamner, s'il a trop duré, il a fait 1 mois ou 2 maximum, il repart. Mais si on l'a maintenu jusqu'à le juger,
avec un droit de défense qui est clair. Il a son avocat, je l'ai dit. Si ce dernier n'a pas senti le besoin d'interjeter appel pour que la vérité éclate, si elle n'a pas déjà éclaté en première instance. Parce que lorsqu'on vous traite quand même de conspirateur, de quelqu'un qui est en collusion avec des forces ennemies pour renverser un pays, c'est de l'opprobre, non seulement sur votre personne, mais sur votre pays, justement. Puisqu'il était là-bas en tant que diplomate d'abord. Voyez-vous? Donc, si on a pu le maintenir comme ça jusqu'à le juger, avant de le libérer dans ce contexte-là où, subitement, on a au moins 80 fils maliens qui reviennent, mais je pense que c'est une prouesse extraordinaire. Au contraire, le peuple malien et du Sahel devait saluer cette bravoure, cette audace, ce courage que le régime d'Assimi Goïta a eu de maintenir un élément de ce Takabit-là, de cette trempe-là, qui donc alors humilie clairement la France, en témoigne juste son agitation dès son arrestation et toute la gesticulation qu'elle a menée pour essayer d'invisibiliser l'acte et de faire croire qu'en réalité c'était du faux. Pourquoi? Mais pendant ce temps, les Maliens impliqués dans le même dossier et condamnés, eux, ils sont toujours en prison. Oui, mais bien sûr, ça va arriver. Dans tous les cas, vous savez, c'est une procédure judiciaire et dans un contexte de déstabilisation d'un régime, ça veut dire que c'est un acte criminel qui demande une série d'investigations et de compilations des éléments sérieux. Voyez-vous, pour comprendre ce contexte-là, allez justement dans nos familles tout simplement. Lorsque dans votre famille, vous avez vos enfants à qui vous avez donné une forme d'éducation donnée et qu'un intrus vient de l'extérieur pour perturber cette quiétude-là, avec la complicité de certains de ces enfants-là, vous allez être plus regardant même vis-à-vis de vos enfants. Parce que vous avez eu le temps de les éduquer, de les instruire, de leur donner des nutriments intellectuels, moraux, spirituels nécessaires qui doivent leur imprimer une certaine, conduite. Alors l'intrus, lorsque un frère du village ou d'une autre famille qui vient intercéder pour sa cause et vous dit, bon, franchement, on comprend qu'il a fauté, qu'il a dérapé, etc. Mais nous te prions de nous le donner, etc. Votre sens de l'humain, votre humanisme et tout ça, toutes les valeurs que vous incarnez vous obligera à le concéder cela avec cette condition que dès lors qu'ils ont compris qu'il a été vraiment dangereux et nuisible pour la quiétude de leur famille, c'est qu'il ne va plus jamais répéter ça. Et je pense que c'est ce contexte qu'il faut comprendre. Le temps pour l'État malien de trouver les corrections les plus appropriées, qui ne sont pas des sanctions ou des punitions, mais c'est des corrections qu'il faut faire pour faire justice, pour que les citoyens maliens dans leur ensemble comprennent que personne n'a le droit d'agir en traître contre une vision, une action qui est implémentée pour le bien-être des citoyens dans leur ensemble. Excellence, quel peut être l'impact moral ou politique de la libération de Français par Bamako dans le contexte du dynamisme souverain? Non, attends, tu as dit cette libération, c'est comme si le désir de souveraineté du Mali devait en prendre un coup. Non, au contraire. On n'a pas libéré le français par complaisance. C'est un échange de prisonniers. C'est vous qui le dites ainsi. C'est un échange de prisonniers, je le répète. Hein? Ils peuvent encore envoyer les communicants de la Zawad dire que je mens, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, ils ont un autre zozo à Dakar là-bas qui raconte tout et son contraire matin, midi, soir. Bon, ils n'ont qu'à les envoyer. Nous, quand on parle à l'intelligence de ceux qui nous écoutent. On ne parle pas pour embobiner les gens, pour manipuler les gens, pour endormir les gens. On parle à l'intelligence des gens qui nous écoutent, quel que soit leur milieu. Alors, on a échangé. Je voulais souligner, Gilles, que dans tous les pays du monde, il y a échange de prisonniers. Pendant la guerre froide, même après la guerre froide, même à l'heure où nous parlons, il y a toujours des échanges de prisonniers entre les Russes et les Américains. Ukrainiens. Les espions qu'on prend à gauche, on prend à droite, on les garde bien au chaud. Et le moment venu, on les échange. Est-ce que cela remet en cause la souveraineté des États-Unis ou la souveraineté de la Russie? Non. Ils ont des gens, c'est leurs enfants, c'est leurs envoyés. Et s'ils sont en difficulté, il faut de tous les moyens, utiliser de tous les moyens pour les libérer. Mais pourquoi les faits n'ont pas été présentés comme tels, c'est-à-dire clairement dans la communication officielle?
Et laisse-moi finir mon idée. Quelle communication officielle? Dans de pareilles circonstances, ce qu'on ne dit pas est plus important que ce qu'on a dit. Retiens ça comme ça. Donc, en matière d'échange de prisonniers, tu te rappelles, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le fils de Staline, pas moi, hein, le fils de Staline, qui s'appelait Yakov, il devait avoir le grade de caporal ou de sergent dans l'armée. Les Allemands l'ont pris comme prisonnier. Et à la bataille de Stalingrad, les Russes ont pris le maréchal von Paulus, le maréchal allemand, qui a dirigé la bataille de Stalingrad. Ils l'ont pris comme prisonnier et les Allemands ont proposé à Staline, écoute, on va échanger ton fils contre Paulus, tu nous donnes notre maréchal et nous, on te donne ton fils. Et Staline a dit, mais dis donc, moi je ne veux quand même pas échanger un petit caporal contre un maréchal. Il a refusé. Et on a fusillé son fils. Ah oui, c'est un cas extrême. Mais c'est un cas de dignité et un cas aussi de souveraineté parce que effectivement, on n'échange pas un caporal contre un maréchal et un maréchal allemand. Ce n'est pas des rigolos, ces gens-là. Donc, c'est pour te dire qu'en tout moment, depuis l'Antiquité, dans les guerres en Europe, il y a eu même des rois qui ont été pris sur les champs de bataille. Et leurs pays ont dû verser de très fortes rançons pour qu'on les libère ou qu'on les échange. Donc aujourd'hui, si le Mali a échangé le Viselier contre 82 soldats, on nous dit que ce n'est pas lié, d'accord, nous respectons la vie du Mali, État souverain, on nous dit que ce n'est pas lié, d'accord, nous respectons la vie de la France, État souverain, mais je leur demande d'où viennent les gens de la Zawad sur les médias pour démentir ça. Qui les a chargés? Est-ce que c'est le Mali qui les a chargés d'aller démentir ou bien c'est la France qui les a chargés d'aller démentir? Donc tu vois qu'on ne peut pas embobiner tout le monde à tout moment. Il y a des communications qui sont 2 fois plus toxiques que la non-communication. Non, mais ce qu'il dit en matière de comme lui, c'est un communicateur, je comprends. Je suppose qu'il connaît toutes les subtilités d'une communication. Ce qu'on dit n'est pas aussi puissant que ce qui n'est pas dit. Ça, c'est d'abord ça. Et puis ensuite, on est dans un contexte politique et politico-diplomatique. Il faut bien savoir marcher sur les œufs. Mais, au-delà de ça, l'acte lui-même d'arrestation, de condamnation d'un agent de service de renseignement français n'est pas suffisamment humiliant pour la France. Pourquoi vous voulez encore que dans une communication, à la suite d'une médiation, donc quand on parle de médiation, ça veut dire qu'on recherche un certain apaisement, une forme d'accalmie, une embellie. Donc dans une telle communication, vous voulez encore qu'on expose des gens pour les ridiculiser davantage. Ils sont déjà ridicules. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut quand même faire confiance à l'opinion. Lorsque vous écoutez un discours, vous devez avoir la subtilité nécessaire pour détecter les non-dits. Donc, je pense que c'est le meilleur communiqué que le Mali devait sortir tout simplement pour couper court, pour s'appesantir sur les valeurs humaines qu'incarne le peuple malien et leurs dirigeants. Ce qui devait être fait a été fait, à savoir qu'il fallait justement assurer à cet espion français un procès équitable avec un droit de défense et qu'on révèle les faits comme ils ont été. Et si l'avocat, je l'ai toujours dit, n'a pas fait des... Puisqu'il y a toute une procédure. On peut faire appel, on peut même faire un pourvoi si on perdait encore au niveau, justement, de la cour d'appel. Ça n'a pas été fait, ça veut dire que l'évidence est établie. C'est largement suffisant. Mais quelle est la position officielle de la France par rapport à cette situation? Justement, vous l'avez entendu parler, à part se féliciter ou affirmer sa très grande satisfaction à la suite de cette libération. Je pense que ça suffit largement, parce qu'elle a compris que ouvrir encore un front de polémique autour de ce sujet améliorerait éventuellement le Mali à étaler les faits à la place publique. Donc, je pense que c'est suffisant et ça nous a permis de toute façon de consolider notre opinion sur le lien étroit qui existe donc entre l'État français et les groupes terroristes rebelles qui sont très actifs dans le Sahel, tout simplement. Comment vous interprétez la réaction, la non-réaction exhaustive des autorités françaises dans cette affaire? Non, tu sais, en général, dans le cadre d'échanges d'espions, on ne fait même pas de discours. Ici, c'est que ça s'est passé entre 2 pays
entre lesquels il y a des frottements sérieux. Sinon, échange d'espions, comme je te dis, il y en a toujours entre les Russes et les Américains. On n'en fait pas les gros titres dans les journaux. Non, ça passe sous les radars. Donc, le peu qu'on a dit est largement suffisant parce que ça éclaire sur ce qu'on n'a pas dit. Et comme les gens de la ZAD eux-mêmes sont allés nous ouvrir les yeux sur ce qu'on a caché, bon, d'accord, nous on les remercie. Donc sinon, on ne fait pas des discours en de pareilles circonstances, non? Mais justement, sur l'intervention du porte-parole de la ZAD, est-ce que vous avez été convaincu quand il dit qu'ils ont libéré d'eux-mêmes ces 82 militaires français et que c'est un geste purement humanitaire, sans intervention, et qu'ils l'ont fait pour leur bonne foi, pour prouver leur bonne foi? Est-ce que... Par rapport à quoi? Écoutez, la ZAD joue le rôle qu'on lui a dit de jouer. Ces gens-là, écoutez, il faut qu'on fasse très attention parce que les Touaregs du Mali sont maliens et ils vivent au Mali comme tous les autres citoyens. C'est des groupuscules que la France a corrompus depuis le temps de Kadhafi en Libye pour les lancer à l'assaut du Sahel, pour leur permettre de contrôler le Sahel et les richesses du Sahel. Donc, comme c'est la France qui, depuis la Libye, leur donne armes, argent et tout le soutien diplomatique et médiatique, la preuve a été établie. TV5, est-ce que toi tu peux aller parler sur TV5? Tu crois que moi on peut me recevoir là-bas? Ah non. Pourquoi pas? Non, on reçoit ceux qui sont compatibles. Il faut que tu aies d'abord le visa. Voilà. Peut-être ceux qui en font la demande. On donne. Bon, Excellence n'a pas demandé ceux qui sont un visa. Non, on n'en est pas là. Pourquoi on me le refuserait? On n'en est pas là. On donne à ceux qui sont compatibles aux intérêts français. Donc ce groupuscule de Touaregs qui a été corrompu par la France depuis la Libye et qui continue de causer des troubles dans le Sahel, il ne faut pas les confondre aux Touaregs. Les Touaregs sont au Mali, ils sont au Niger, ils sont partout, les Touaregs sont partout et ils n'ont jamais causé de problème à personne. Donc, ils ne peuvent, si tu vois les gens du FLA sur un média français, le fait même que ce soit un média français et un média public français, mais tu n'as pas à poser la question de savoir qui les a envoyés et pour qui ils parlent. Peut-être qu'ils ont demandé à prendre la parole. Avant la question, je suis convaincu en tant que communicateur que la France elle-même aurait mal pris même le communiqué annonçant la libération de ces espions et surtout le communiqué de l'état-major indiquant la libération, même si un rapport n'a pas été établi. Parce qu'ils auraient souhaité que ça soit fait incognito. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais le régime malien, dans sa logique de transparence avec son peuple, a senti le besoin de situer l'opinion, que ce ne soit pas simplement des on-dit, des supputations. Non, nous avons posé un acte responsable, souverain. On a condamné quelqu'un, on a montré à la place publique qu'il est effectivement responsable et il assume comme tel. Mais après ce acte-là, parce que nous avons été approchés par un pays que nous respectons, que nous aimons en tant que pays frère, qui ne cause aucun tort et qui respecte notre souveraineté, qui a intercédé pour sa cause, quel que soit ce que nous lui reprochons, nous sommes dans les bonnes dispositions pour le libérer. À plus forte raison, cela coïncide justement avec la libération de 49 sous. Moi, j'aurais été choqué si j'apprenais que le Mali a pris une rançon pour laisser Vizilier. Mais tant que c'est des vies humaines qui sont sauvées, parce que le rôle d'un dirigeant, c'est justement de protéger la vie de ses citoyens. C'est de veiller à leur épanouissement et de faire en sorte à agir en tant que père qui se prend littéralement pour la vie de son peuple. À partir de cet instant-là, nous sommes satisfaits et nous saluons la transparence du régime d'Assimi Goïta. Luc, pourquoi tu aurais été choqué qu'on ait pris une rançon pour le libérer? Ces gars-là viennent pour piller nos pays. Une vie humaine ne peut pas s'évaluer avec de l'argent. Il est là-bas dans une mission de pillage à long terme. Alors, si un jour on l'échange contre une rançon qui peut aider à faire quelque chose pour les Maliens, je ne vois pas qu'est-ce qui est choquant dedans. C'est une façon ou une autre. Mais tu veux qu'on en fasse quoi? On le garde là-bas, on le nourrit. Et n'oublie pas que les attaques du 25 avril, les 12 000 mercenaires de l'OTAN qui sont allés attaquer le Mali, mais parmi les priorités, c'était la libération de ce Vizilier. Alors, donc,
quel que soit le traitement qu'on lui réserve, le Mali, en tant qu'État souverain, peut décider de quel usage faire de cet être complètement nuisible. Tu le vois, il a l'apparence d'un soulard. Hein. Ça veut dire, non, c'est vrai, tu ne ferais pas attention à lui. Si tu es assis quelque part, le type là vient, tu lui accorderais tous les métiers, sauf métier d'espion, de terroriste. Voilà, regarde-le. Est-ce que tu vas croire que c'est un terroriste? Non. Tu ne peux pas penser à ça, c'est un vieux père Les tranquille. terroristes ne se reconnaissent pas à l'œil nu, Excellence. Ah non, il y en a encore reconnaît. Quand tu vois Yada Angali, tu sais que c'est un terroriste. Avec quoi? Avec la barbe? Amadou Koufa, c'est un terroriste, ça se voit. La barbe ne fait pas le terroriste. Ah non, je ne parle pas de barbe, si c'est la barbe. Le réalisateur Séverin Anna aussi. Donc ce type d'apparence, mais voilà, c'est un terroriste. Hein, un tueur, ils sont venus pour assassiner des gens au Mali. Alors on l'a pris, le Mali peut en faire tout ce qu'il veut, surtout si ça respecte les règles humanitaires. On peut conclure cette première partie, Luc. Est-ce que ce dénouement peut amorcer une baisse des tensions entre le Mali et le Niger? Où s'agit-il de... Le Niger, vous dites le Mali ou le Niger? Non, le Mali et la France. Voilà, c'est ça. En fait, notre souhait, c'est que tous les pays s'entendent et entretiennent des relations d'amitié, de fraternité. C'est important pour leur peuple. Que les dirigeants comprennent qu'ils ont cette responsabilité de développer des règles démocratiques, des règles diplomatiques, du vivre ensemble, etc. pour que la circulation des citoyens du monde puisse être une circulation apaisée. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a eu spécifiquement ce cas précis de libération de Vizilier qu'on peut conclure tout de suite qu'il y a un contexte d'apaisement entre la France et le Mali. Dès lors qu'il y a encore des goulots d'étranglement, dès lors que le rôle pernicieux, nuisible, toujours mené par la France et documenté par les dirigeants maliens, n'a pas encore trouvé une solution. Merci d'avoir pris le temps de visionner la vidéo du début jusqu'à sa fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner. Likez, partagez, mettez surtout vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de tout ce que vous avez regardé dans cette vidéo? Vous savez, on ne peut pas juger le président Assimi Goïta sur ce fait. On ne peut pas juger le président Assimi Goïta sur ce fait. Madame Nathalie Yamb, prévenait les autorités maliennes. Ok, mais le mal est déjà fait. On détenait 82 militaires maliens. Donc, libérer quelqu'un qui voulait faire du mal, créer un chaos au Mali, mais cela n'a pas marché. Libérer ces derniers et sauver 82 soldats maliens, c'est déjà un gros point. Par le passé, il faut payer des rançons, il faut payer des milliards, mais ces milliards sûrement sont payés aujourd'hui par la France pour pouvoir obtenir cet agent, ce militaire français-là. Donc, sur ce point, on ne peut pas jeter les autorités maliennes au vindicte populaire, non. Par contre, on peut aussi considérer l'aspect positif de l'acte qu'ils ont posé. C'est ce qui plusieurs personnes vont ignorer maintenant. Considérons également qu'ils ont essayé, qu'ils ont gagné quelque chose de bien. Nathalie Yamb parlait d'un deal isolé, d'un deal caché, et c'est ce qu'on a vu. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Mais heureusement que ces personnes, ces militaires, ces 82 militaires ont été libérés. Sûrement qu'il y a un deal et tout. Au fait, la faute n'est pas aux autorités maliennes. La faute est à ces bandits religieux qui pensent que tout ce qu'ils mènent comme combat, c'est un combat noble. Ouais. C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Sinon, les trois États aujourd'hui de l'AES sont pas des États comme les autres États africains, puisque c'est par le passé qu'on peut condamner un agent français ici, le lendemain il est libéré, il va aller purger sa peine dans son pays. Même chose pour les Américains qui sont condamnés partout, qui sont libérés. Mais aujourd'hui, si quelqu'un blague et la personne commet un crime dans l'AES, en fait, c'est que je comprends pourquoi les attaques des terroristes sont multipliées maintenant. Parce que quoi? Une fois que vous capturez
quelques personnes, quelques militaires, là que vous détenez la clé. Vous pouvez maintenant faire pression. J'avais lu un post aujourd'hui sur Facebook d'un grand journaliste togolais qui parlait de son extradition vers le Togo. Parce que quoi, il y avait deux journalistes français qui sont arrêtés au Togo. Donc pour pouvoir les rapatrier en France, on fera un échange. Comme ce qui s'est passé exactement au Mali. Donc maintenant c'est comme c'est leur monnaie, c'est comme c'est la clé quoi. La clé maintenant c'est de capturer quelques personnes et demander quoi, un échange. Et puis ça marche. Donc heureusement que le Mali n'a pas cédé des milliards à ces terreaux. Heureusement que le Mali n'a pas cédé des armes. C'est ce qu'on espère. Sinon, ceux qui ont jeté la dame, l'a dit Nathalie Yamb, au vindicte populaire, oui. En fait, il y a certains qui sont dans l'émotion, ils refusent carrément de réfléchir. La dame n'avait rien dit de mal, parce qu'elle s'est dit, pourquoi ce clause, c'est-à-dire un procès, c'est-à-dire un procès qui est caché, un procès qui n'est pas public. Un procès qui, je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est-à-dire tout est caché au public malien. Et aujourd'hui maintenant, ce qu'elle avait prédit, c'est ça qui s'est passé exactement. Les gars, une fois encore, merci d'avoir pris le temps de visionner la vidéo du début jusqu'à sa fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, partager, mettez surtout vos avis dans les commentaires. Ça fait un bon moment, on était off, on est encore de retour. Et cette fois-ci, on va y rester très longtemps. Merci et on se capte à la prochaine. Bye bye.